Le 14 mars 2005, un jeune couple de touristes, Anja Weber et Jonas Rasmussen, s'est volatilisé dans les rues de Marseille. Pendant 7 longues années, leur disparition est restée une énigme totale, un dossier classé parmi tant d'autres, rongé par le silence et les fausses pistes. Leurs familles, brisées par l'incertitude, ont lutté sans relâche contre un mur d'indifférence. Puis, en 2012, une découverte fortuite dans une casse automobile a tout fait basculer, révélant une vérité bien plus sombre et terrifiante que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une conspiration impliquant ceux qui étaient censés les protéger. Comment est-il possible que la clé de ce mystère soit restée cachée si longtemps, à la vue de tous, dissimulée dans les rouages même du système qui aurait dû leur rendre justice? Avant de vous raconter comment les passeports du couple, retrouvés dans le compartiment secret d'une ancienne voiture de police, ont mis à jour un réseau de corruption meurtrier, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Vous n'allez pas vouloir manquer la cascade des événements que cette simple découverte a déclenché. Croyez-nous, cette histoire va bien au-delà d'une simple affaire de disparition. C'est le récit d'une trahison institutionnelle qui a coûté la vie à 2 jeunes gens pleins de rêves, et qui a failli rester impunis pour toujours, ensevelis sous le poids du secret et de la peur. Anja Weber, 22 ans, et Jonas Rasmussen, 24 ans, n'étaient pas des aventuriers inconscients. Elle était allemande, il était danois. Tous deux étaient de brillants étudiants en architecture, passionnés et profondément amoureux. Ils arrivaient au terme d'un voyage de 3 mois à travers l'Europe, une aventure qu'ils documentaient sur leur blog, Les Archivageurs. Leurs écrits et leurs photos respiraient l'optimisme de la jeunesse, l'excitation de la découverte et l'amour qu'ils se portaient. Leur rêve était simple et pur, finir leurs études, se marier et ouvrir leur propre cabinet d'architecte. Marseille était censé être que la dernière étape, le point d'orgue de leur périple avant de rentrer chez eux pour construire leur avenir. Personne ne pouvait imaginer que cette ville serait leur tombeau. En 2005, Marseille est une ville à double visage, une mosaïque de contrastes saisissants. D'un côté, la carte postale méditerranéenne, le vieux port baigné de soleil, les calanques majestueuses, et une énergie touristique vibrante, qui attire des visiteurs du monde entier. De l'autre, une réalité plus crue, celle d'une plaque tournante du crime organisé, le fameux milieu marseillais, et de tensions sociales palpables dans les quartiers nord. C'est une ville labyrinthe, où la beauté côtoie le danger, un lieu où il est facile de se perdre quand on ne maîtrise pas les codes. À cette époque, sans smartphone ni GPS, les touristes comme Anja et Jonas dépendaient de cartes en papier et de l'aide des locaux, une vulnérabilité qui sera au cœur de leur tragédie. Le 14 mars, le couple arrive à la gare Saint-Charles, plein d'enthousiasme. Leur dernier post de blog est une photo d'eux, souriant, avec la basilique Notre-Dame de la Garde en arrière-plan. Légendé, bonjour Marseille, la dernière aventure. Ils s'installent dans un petit hôtel sans prétention près du Vieux-Port, laissent leur sac et partent explorer la ville. Le soir, leur dernière trace de vie est un témoignage fragile, celui d'un vendeur de kebab, qui les a vus discuter avec 2 hommes. Ces hommes, selon lui, portaient des uniformes ressemblant à ceux de la police, et semblaient leur proposer une visite guidée sécurisée, des quartiers moins touristiques. Pour Anja et Jonas, cette offre a dû paraître rassurante, une chance inespérée de découvrir l'authenticité de la ville, loin des pièges à touristes. Pour leur famille en Allemagne et au Danemark, le cauchemar commence par un silence inhabituel. Le coup de téléphone quotidien, ce rituel rassurant qui ponctuait leur voyage, ne vient pas. L'inquiétude initiale se transforme rapidement en panique pure, lorsque l'hôtelier confirme que le jeune couple n'est jamais revenu chercher ses affaires. Leur sac à dos, contenant leurs vêtements, leurs souvenirs de voyage et les plans de leur avenir, sont restés intacts dans la chambre, témoins silencieux d'une absence soudaine et inexplicable. C'est le début d'une attente insupportable, d'un vide, qui s'installe, et qui ne les quittera plus. Chaque sonnerie de téléphone devient un sursaut d'espoir, chaque heure qui passe, un poids de plus sur leur cœur. La première enquête menée par la police de Marseille est une succession de déceptions et de frustrations. Le dossier est traité avec une lenteur bureaucratique, presque avec indifférence. En coulisses, la théorie officieuse qui circule est simple et arrangeante. Les 2 jeunes étrangers se sont sûrement mêlés aux mauvaises personnes, dans le milieu de la nuit marseillaise, ou ont décidé de tout plaquer pour une fugue amoureuse. Le témoignage clé du vendeur de kebab est à peine considéré, jugé peu fiable, et rapidement écarté. Les consulats allemands et danois exercent une pression diplomatique, mais se heurtent à un mur de déni et d'inertie administrative. Pour les autorités locales, Anja et Jonas ne sont qu'une statistique de plus. 2 noms, sur une liste de disparitions non élucidées. Les années qui suivent sont un véritable enfer pour les familles Weber et Rasmussen. Le temps ne guérit rien. Il creuse le fossé de l'incertitude. De fausses pistes émergent périodiquement,
ravivant une lueur d'espoir avant de éteindre brutalement. Le père d'Anja, un policier allemand à la retraite, refuse d'abandonner. Il se rend à Marseille à de multiples reprises, épuisant ses économies pour engager des détectives privés qui, les uns après les autres, finissent par baisser les bras face à l'omerta locale. La mère de Jonas, quant à elle, sombre dans une dépression profonde, incapable de faire le deuil d'un fils dont elle ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Cette perte ambiguë est une torture psychologique constante, un état de suspension entre l'espoir et le désespoir. Cette absence de certitude est peut-être la forme la plus cruelle de la souffrance. Comment pleurer quelqu'un sans savoir ce qui lui est arrivé? Comment accepter une mort qui n'a jamais été confirmée? Les anniversaires, les fêtes de fin d'année, chaque événement familial est marqué par leur absence, par deux chaises vides qui crient leur silence. Autour des familles, la vie continue. Le soutien initial de la communauté s'estompe avec le temps, laissant les parents de plus en plus seuls face à leur douleur. Ils sont devenus les gardiens d'une mémoire que le monde semble pressé d'oublier, piégés dans un passé qui refuse de livrer ses secrets. Pendant ce temps à Marseille, le soleil continue de briller sur le vieux port. La ville a tourné la page. L'histoire de ce couple de touristes a été reléguée au rang de fait divers, une note de bas de page dans la chronique mouvementée de la cité phocéenne. Pour les habitants, pour les millions de touristes qui leur ont succédé, la vie a repris son cours, effaçant leurs traces. Mais sous la surface de cette ville vibrante et pleine de vie, un secret terrible est enfoui. Un secret protégé par ceux qui détiennent le pouvoir et l'autorité. Un secret qui ronge la confiance et qui attend patiemment, dans l'ombre, qu'un coup du sort vienne enfin le mettre en lumière. Le silence de la ville est assourdissant. Au fil des mois, l'enquête officielle s'est enlisée dans les sables mouvants de la bureaucratie marseillaise. Le dossier, initialement classé comme disparition inquiétante, a été discrètement relégué au bas de la pile, éclipsé par des affaires plus récentes, plus locales, plus médiatiques. En interne, la théorie non officielle, celle qui arrangeait tout le monde, a continué de circuler. Les deux jeunes touristes avaient probablement provoqué leur propre malheur. Ils étaient aventurés là où il ne fallait pas, avaient fait confiance aux mauvaises personnes, ou pire, avaient été les artisans d'une double vie cachée. Cette narration, confortable pour la police, permettait de clore le chapitre sans admettre une quelconque faille dans la sécurité de la ville. Pour l'institution, le cas Anja et Jonas était devenu une simple note de bas de page, un dossier froid destiné à prendre la poussière dans une armoire d'archives. Klaus Weber, le père d'Anja, était pas homme à accepter le silence des autorités. Policier allemand à la retraite, il connaissait les rouages des enquêtes, la discipline, la méthode. Refusant de croire à la thèse de l'imprudence, il a transformé sa vie en une contre-enquête obsessionnelle. Il se rendait à Marseille 2 à 3 fois par an, arpentant les mêmes rues que sa fille, montrant sa photo à des visages indifférents, essayant de reconstituer un puzzle dont les pièces manquaient cruellement. Mais à Marseille, il s'est heurté à un mur invisible, fait de non-dits, de dossiers égarés, et de sourires condescendants de la part de ses homologues français. Chaque voyage était une nouvelle blessure, chaque porte fermée un rappel brutal de son impuissance. Il était un professionnel face à un système qui semblait activement hostile à la vérité. Pour la famille Rasmussen, au Danemark, la douleur a pris une forme différente, plus intérieure, mais tout aussi dévastatrice. Ingrid, la mère de Jonas, n'avait pas la formation de policier de Klaus, pour canaliser son chagrin en action. Elle s'est lentement éteinte, piégée dans le purgatoire de la perte ambiguë. Comment faire son deuil sans corps, sans certitude, sans même un adieu? La chambre de Jonas est restée intacte, un sanctuaire figé dans le temps, attendant un retour qui ne viendrait jamais. Ingrid passait ses journées à relire les anciennes publications de leur blog, s'accrochant aux derniers instants de bonheur de son fils, comme à une bouée de sauvetage. La maison, autrefois pleine de rires et de projets, est devenue un lieu de silence pesant, hanté par le fantôme d'un avenir volé, et d'une question sans réponse. Épreuve des familles a été rendue encore plus cruelle par la torture des fausses pistes. Environ un an après la disparition, un appel anonyme a prétendu les avoir vus vivants à Barcelone, déclenchant une vague d'espoir frénétique. Klaus et le père de Jonas se sont précipités en Espagne, distribuant des affiches contactant la police locale, pour finalement découvrir qu'il s'agissait d'une erreur d'identification. Plus tard, un email sordide a exigé une rançon, se révélant être une arnaque odieuse exploitant leur désespoir. Chaque fausse alerte était comme une réplique de la tragédie initiale. L'espoir, ce sentiment si vital, devenait leur pire ennemi, les propulsant vers des sommets d'attente pour les laisser écrasés dans un abîme de déception encore plus profond. Ces montagnes russes émotionnelles les ont usés jusqu'à la corde. Au fil des ans, un cercle vicieux d'isolement s'est refermé sur les deux familles.
Le soutien initial des amis et de la communauté s'est effrité. Les gens ne savaient plus quoi dire. Les phrases de réconfort sonnaient creux, et les conversations finissaient toujours par revenir à ce silence gêné qui entourait la disparition. Les Weber et les Rasmussen sont devenus les gardiens solitaires d'une mémoire que le monde extérieur semblait vouloir oublier. Ils étaient figés au 14 mars 2005, tandis que la vie continuait son cours pour tous les autres. Les médias, autrefois si présents, ne les appelaient plus. Leur histoire était devenue ancienne, une tragédie parmi tant d'autres. Ils étaient seuls, unis par une douleur que personne d'autre ne pouvait comprendre, naviguant dans un océan de chagrin sans terre en vue. À Marseille, la vie avait repris ses droits avec une indifférence presque brutale. L'affaire du couple de touristes disparus était devenue une sorte de légende urbaine, une histoire que l'on se racontait parfois pour effrayer les nouveaux visiteurs. Un rappel fugace des dangers qui se cachaient sous la beauté ensoleillée de la ville. Mais pour la plupart des Marseillais, leur visage était effacé des mémoires. Les affiches de recherche, jaunies par le soleil et déchirées par le vent, avaient depuis longtemps disparu des murs. La ville, soucieuse de son image à l'approche de grands événements culturels, avait activement tourné la page. Le silence N n'était pas seulement policier, il était devenu social. Parler de cette affaire, c'est au doux, était raviver une plaie, admettre que quelque chose de profondément pourri pouvait exister au cœur même de leur cité. 7 ans après, était devenu une éternité. 7 anniversaires sans Anja, 7 Noëls sans Jonas. Pour les familles, l'espoir N était plus qu'une braise vacillante, presque éteinte. Ils avaient appris à vivre avec le vide, non pas en l'acceptant, mais en le contournant au quotidien. La quête de Klaus était espacée, ses voyages à Marseille devenant plus rares, marqués par la résignation. La dépression d'Ingrid était devenue chronique, une ombre permanente. Le dossier, officiellement, N, était pas clos. Mais il dormait dans les archives du palais de justice, enterré sous des milliers d'autres affaires. Il semblait que le secret de ce qui était arrivé à Anja et Jonas était scellé à jamais, protégé par le temps, l'oubli, et une conspiration du silence. Le rideau était tombé. Personne ne se doutait qu'il était sur le point de se relever de la manière la plus inattendue qui soit. Août 2012. Une chaleur écrasante pèse sur les quartiers nord de Marseille. Dans le chaos métallique d'une casse automobile, un jeune mécanicien nommé Karim s'affaire sur la carcasse d'une vieille Renault Mégane, un ancien véhicule de la police nationale aux couleurs passées, destiné à la presse. C'est un travail de routine, mécanique et répétitif. Démonter les pièces encore utilisables avant que la machine ne broie le reste. L'air sent l'huile chaude et la poussière. Pour Karim, c'est un jour comme un autre, une journée de labeur, sous un soleil de plomb. Il n'a aucune idée que son simple geste, un mouvement qu'il a fait des milliers de fois, est sur le point de déceler un secret enfoui depuis 7 ans, et de faire trembler les fondations mêmes de la police marseillaise. Le destin choisit parfois les lieux les plus improbables pour rendre sa justice. En s'attaquant au tableau de bord, son tournevis bute contre quelque chose d'inhabituel derrière la boîte à gants. Intrigué, il force un peu, et une petite plaque de plastique cède, révélant une cavité qui n'aurait jamais dû être là. Un compartiment secret, dissimulé avec soin. À l'intérieur, un sac en plastique jauni par le temps, scellé avec du ruban adhésif. Son cœur se met à battre plus vite. Avec des mains devenues moites, il déchire l'emballage. Ce qu'il y trouve le glace sur place. 2 passeports, l'un allemand, l'autre danois. Aux photos de 2 jeunes visages souriants. À côté, un petit carnet noir, et un appareil photo numérique dont l'écran est brisé. Karim comprend instantanément que ce qu'il tient entre ses mains est dangereux. Ce ne sont pas des objets perdus, ce sont des objets cachés, délibérément oubliés dans une voiture de police. La première pensée de Karim n'est pas d'appeler la police. Grandi dans ces quartiers, il a appris une chose. On ne fait pas confiance à l'uniforme, surtout quand celui-ci semble être au cœur du problème. Apporter ces objets au commissariat le plus proche, était la garantie qu'il disparaîtrait à nouveau, et cette fois pour de bon. Pire encore, cela ferait de lui un témoin gênant, un homme qui en savait trop. La peur lui noue l'estomac. Il sait qu'il est assis sur une bombe, une vérité qui a été étouffée pendant des années. Il regarde autour de lui, la paranoïa s'installant. Chaque bruit, chaque ombre lui semble suspect. Il cache précipitamment le sac sous sa chemise, et décide de prendre le plus grand risque de sa vie, un risque calculé basé sur la réputation d'une seule personne. Le soir même, après avoir quitté son travail, Karim se rend dans un petit café discret du centre-ville. Il a rendez-vous avec Céline Ray, une journaliste d'investigation du quotidien local, La Provence *. Elle est connue pour son acharnement, son intégrité, et surtout,
pour ne pas avoir peur de s'attaquer aux institutions corrompues de la ville. D'une voix basse, presque tremblante, il lui raconte sa découverte et lui tend le sac en plastique. Céline écoute, son visage passant de la curiosité professionnelle à une intense concentration. Elle examine les passeports. Les noms, Anja Weber et Jonas Rasmussen, ravivent instantanément le souvenir lointain de cette affaire classée, ce couple de touristes évaporés dans la nature en 2005. Elle comprend immédiatement l'ampleur de ce que Karim vient de lui confier. Ce n'est pas une simple piste. C'est la clé de voûte manquante d'un mystère que tout le monde avait abandonné. De retour à sa rédaction, sous le secret le plus absolu, Céline commence son travail. La première étape est simple mais bouleversante. Les passeports confirment sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit bien du couple disparu. 7 ans de silence, de théories fumeuses et de désespoir familial viennent d'être balayés par cette découverte fortuite dans une casse. Elle sent le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle n'est plus seulement une journaliste, elle est la dépositaire de la vérité pour 2 familles brisées. Elle se tourne ensuite vers l'appareil photo. L'extérieur est endommagé, mais elle espère que la carte mémoire à l'intérieur est intacte. Elle la confie à un expert en récupération de données, un contact de confiance qui travaille dans la plus grande discrétion. L'attente des résultats est insoutenable. Chaque heure qui passe est une éternité. Quelques jours plus tard, l'expert l'appelle. Il a réussi. Céline se précipite à son laboratoire, et, sur un écran d'ordinateur, les derniers instants de la vie d'Anja et Jonas défilent devant ses yeux. Les premières photos sont joyeuses, des selfies maladroits pris sur la banquette arrière d'une voiture, le couple visiblement ravi de sa visite nocturne. Mais au fil des clichés, l'ambiance change radicalement. Les sourires se figent, remplacés par une anxiété palpable, puis par une peur non dissimulée. La dernière photo, floue, est un gros plan du visage terrifié d'Anja. Et puis, le détail qui fait tout basculer. Sur l'une des images, dans le reflet de la vitre latérale, on distingue nettement le visage d'un des hommes assis à l'avant. Un homme en uniforme. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une preuve. Avec cette photo, Céline tient enfin un visage. Elle plonge dans les archives de son journal, croisant les informations avec des sources confidentielles, au sein de la police. Le visage dans le reflet est celui de Pascal Lemaire, un ancien commandant de la brigade anticriminalité, BAC de Marseille, officiellement renvoyé quelques années plus tôt pour faute professionnelle grave, mais sans jamais avoir fait face à des accusations criminelles sérieuses. Simultanément, elle déchiffre le petit carnet noir. Il est rempli de dates, d'initiales, et de sommes d'argent. En recoupant les initiales avec la liste des anciens membres de l'unité de Lemaire, un schéma terrifiant se dessine. Il ne s'agissait pas d'une bavure, ni d'un crime isolé. Était un système. Une opération de racket organisée et meurtrière, menée par des policiers qui avaient transformé leur badge en permis de chasser les touristes. La publication d'un tel article sans preuves irréfutables serait un suicide professionnel et mettrait en danger toutes les personnes impliquées, à commencer par Karim. Céline Ray et son rédacteur en chef décident donc de construire un dossier en béton, à l'abri des regards. Équipe d'investigation se transforme en une cellule de crise clandestine, travaillant la nuit dans les bureaux vides du journal. Le carnet noir devient leur pierre de Rosette. Ils passent des semaines à décrypter les notes laconiques de Lemaire, à recouper les dates avec les arrivées de navires de croisière, les grands événements touristiques et les rapports de police de l'Aile, époque. Lentement, un calendrier macabre prend forme. Les initiales à côté des sommes d'argent ne sont pas celles des victimes, mais celles des complices. Le carnet n'est pas un journal intime, c'est un livre de comptes, la comptabilité sordide d'une entreprise de prédation humaine. Mais les initiales seules ne suffisent pas. Pour les relier à des noms, il leur faut une source interne. Céline active alors son réseau, le plus précieux outil d'un journaliste d'investigation. Elle contacte discrètement des dizaines d'anciens policiers, de magistrats à la retraite, de greffiers. La plupart refusent de parler, terrifiés à la simple évocation du nom de Pascal Lemaire. L'omerta qui l'entourait était encore palpable des années après son renvoi. Finalement, un homme accepte de la rencontrer. C'est un ancien collègue de Lemaire, un policier qui a quitté la force, écœuré par la corruption qu'il avait côtoyée. Il accepte de parler, mais à une seule condition, un anonymat absolu. Sa voix, enregistrée dans un parking souterrain, est celle d'un homme brisé par la culpabilité d'avoir gardé le silence pendant si longtemps. Les révélations de la source sont glaçantes et confirment les pires craintes de Céline. L'unité de Lemaire, surnommée le comité d'accueil par les autres flics, fonctionnait comme une mafia. Leur méthode était rodée, d'une efficacité terrifiante. Ils ciblaient des touristes étrangers, de préférence des couples jeunes et isolés, qui ne maîtrisaient pas la langue. Sous prétexte d'un contrôle de routine ou d'une offre de protection,
Il les embarquait dans leurs véhicules banalisés. Il les conduisait ensuite dans des lieux reculés, des terrains vagues ou des calanques désertes, où il les dépouillait de tout. Argent, carte de crédit, appareil photo, bijoux. La source confirme que pour le maire, ne laisser aucun témoin était la règle d'or. Anja et Jonas N. étaient pas leurs premières victimes. Ils étaient qu'un maillon d'une longue et sanglante chaîne. Armés de ces nouvelles informations, Dale, équipe du journal se replonge dans les archives des affaires non élucidées de la région. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Entre 2003 et 2005, au moins 3 autres couples de touristes, des Britanniques, des Italiens et des Espagnols, se sont volatilisés à Marseille dans des circonstances étrangement similaires. Chaque fois, l'enquête a été bâclée, concluant à une fugue ou à un accident. Les dossiers avaient été fermés avec une rapidité suspecte. Pour chaque cas, la date de la disparition correspondait à une entrée dans le carnet de Lemaire. Le schéma était là, évident, sous les yeux de la justice depuis des années. Mais personne n'avait voulu le voir. La vérité n'était pas qu'une poignée de policiers étaient corrompus. C'est que le système, à un certain niveau, les avait protégés. La preuve la plus accablante vient du dossier du couple britannique, disparu en 2004. Céline réussit à obtenir une copie de la déposition d'un témoin, un chauffeur de taxi, qui avait été largement ignoré à l'époque. Il y décrivait avoir vu le couple monter dans une voiture de police qui n'avait pas l'air officielle, une Renault Mégane de couleur sombre, avec 2 hommes à bord. Cette description correspondait parfaitement au véhicule dans lequel Karim avait fait sa découverte. Était la confirmation que la voiture de la casse N n'était pas un simple véhicule de service, mais l'arme du crime, utilisée à de multiples reprises. Les passeports d'Anja et Jonas n'avaient pas été oubliés par hasard. Ils avaient probablement glissé du compartiment secret, et étaient restés coincés dans la structure du tableau de bord. Un oubli fatal, qui allait signer la fin du règne de Lemaire. Alors que l'enquête de Céline touche à sa fin, la pression monte d'un cran. Elle commence à recevoir des menaces voilées. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouve la porte de son appartement entrouverte, sans qu'à rien n'ait été volé. Un message clair. Quelques jours plus tard, son contact, l'ancien policier, l'appelle, paniqué, lui disant qu'il a été suivi, et qu'il ne peut plus lui parler. Le réseau de Lemaire, bien qu'officiellement démantelé, avait encore des yeux et des oreilles partout. Il savait qu'elle se rapprochait. La peur s'installe, mais elle est maintenant alimentée par une détermination sans faille. Elle ne se bat plus seulement pour une histoire, ou pour la mémoire d'Anja et Jonas, mais aussi pour sa propre sécurité, et pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Consciente que la police de Marseille est trop compromise pour gérer une telle bombe, Céline prend la décision la plus audacieuse de sa carrière. Elle compile toutes ses preuves, les photos récupérées, le carnet décrypté, le lien avec les autres affaires, le témoignage enregistré de sa source, et monte un dossier complet. Plutôt que de le publier et de risquer que les preuves soient détruites et les coupables alertés, elle prend sa voiture et conduit toute la nuit jusqu'à Paris. Le lendemain matin, elle se présente au siège de l'IGPN, la police des polices. Elle demande à voir le directeur en personne, refusant de parler à quiconque d'autre. Elle pose le dossier sur son bureau et dit simplement : ceci concerne le meurtre de plusieurs touristes à Marseille, commis par des policiers. Et j'ai tout ce qu'il vous faut pour les arrêter. Le silence qui suit est le calme avant la tempête. L'arrivée du dossier de Céline Ray au siège de l'IGPN à Paris a l'effet d'une déflagration silencieuse. Loin du tumulte médiatique et des fuites potentielles de Marseille, une cellule d'enquête spéciale est immédiatement formée, composée des agents les plus expérimentés et les plus discrets. L'opération est placée sous le sceau du secret absolu. Pour la première fois depuis 7 ans, l'affaire Anja et Jonas n'est plus un dossier froid marseillais, mais une priorité nationale. Les enquêteurs de l'IGPN comprennent qu'ils ne font pas face à une simple bavure, mais à un cancer qui a rongé une partie de l'institution policière. Leur stratégie est claire: agir vite, en secret, et frapper fort, en commençant par le maillon le plus faible de la chaîne identifié grâce au carnet de Lemaire, et aux informations de la source de Céline. Leur cible est un ancien brigadier, nommé Marc Duval, l'une des initiales du carnet. Retraité anticipé, il vit une existence modeste et effacée dans un petit village du Luberon, à des centaines de kilomètres de ses anciens crimes. Les enquêteurs le placent sous surveillance discrète pendant plusieurs jours. Ils observent un homme rongé par la paranoïa, qui sursaute au moindre bruit, qui ne quitte que rarement sa maison. Il est l'archétype du complice qui a empoché sa part, mais qui vit depuis dans la terreur, que le passé ne le rattrape. L'IGPN sait qu'il est la clé. Contrairement à Lemaire, un psychopathe endurci, Duval est un suiveur. Un homme faible, qui a basculé du mauvais côté et qui, sous la bonne pression, finira par parler pour sauver ce qui lui reste de vie.
L'arrestation de Duval se fait à l'aube, sans un bruit. Pas de sirène, pas de porte défoncée. Juste 3 hommes en civil qui l'attendent à la sortie de la boulangerie. En salle d'interrogatoire, elle, étau psychologique se referme sur lui. Les enquêteurs ne crient pas, ils ne menacent pas, ils posent simplement les preuves sur la table, une par une. La photo floue de Lemaire, extraite de l'appareil d'Anja. Une copie du carnet, avec son initiale entourée en rouge à côté d'une date, le 14 mars 2005. Il lui explique que la voiture a été retrouvée, que les passeports ont parlé. Puis il lui offre le marché, une coopération totale en échange d'une peine réduite, ou le silence et la certitude de finir ses jours en prison pour meurtres multiples. Pendant des heures, Duval reste muré dans le déni. Puis, son regard se brise. Les larmes coulent, et avec elles, 7 années de secrets enfouis. La confession est un torrent d'horreur, qui confirme chaque détail de la théorie de Céline. Duval raconte le mode opératoire du comité d'accueil. Le choix des cibles, toujours des touristes étrangers, jugés sans attache et faciles à intimider. Le prétexte du tour sécurisé, pour les attirer dans leur véhicule banalisé. La conduite vers un lieu isolé, où la terreur commençait. Il les dépouillait de tout, méthodiquement. Mais ce soir-là, avec Anja et Jonas, quelque chose a dérapé. Le couple N était pas passif. Jonas a tenté de résister, et Anja, malgré la peur, n'a pas cessé de prendre des photos avec son petit appareil numérique, comme un réflexe pour documenter, pour laisser une trace. C'est ce geste, cet instinct de survie, qui a rendu Lemaire fou de rage. Il a vu dans cet appareil non pas un jouet, mais une arme, une preuve potentielle qui ne devait jamais refaire surface. Duval explique alors le « pourquoi ». Ce N était plus seulement une question d'argent. Pour Lemaire et son cercle rapproché, C était devenu un jeu de pouvoir, une affirmation de leur impunité totale. Ils se sentaient intouchables, les rois de Marseille, au-dessus des lois qu'ils étaient censés faire respecter. Tuer N n'était pas un accident, C était la procédure standard pour effacer toute trace, pour garantir qu'aucun témoin ne pourrait jamais parler. La source de Céline avait raison, Anja et Jonas N n'étaient pas les premières victimes. Duval avoue leur implication dans au moins 2 autres disparitions similaires. Dans l'esprit tordu de Lemaire, ils ne commettaient pas des meurtres. Ils nettoyaient leurs propres opérations, éliminant les problèmes avec une froideur clinique. Leur badge leur avait donné un sentiment de divinité macabre, le droit de vie et de mort sur les étrangers qui croisaient leur chemin. Le point culminant de sa confession est aussi le plus terrible. En échange de la promesse d'une peine allégée, Marc Duval accepte de conduire les enquêteurs là où les corps ont été enterrés. Le convoi de l'IGPN roule pendant plus d'1 heure, s'enfonçant dans l'arrière-pays provençal, loin de la côte et des regards. Ils arrivent dans une zone aride, une garrigue oubliée parsemée de roches et de buissons secs. Duval, en larmes et tremblant, désigne un point précis, au pied d'un vieux chêne. Le silence est total, seulement brisé par le vent et le bruit des pelles de L, équipe scientifique. Quelques heures plus tard, sous un soleil écrasant, la vérité émerge de la terre. Les restes d'Anja Weber et Jonas Rasmussen sont enfin retrouvés, mettant un terme à 7 longues années d'incertitude insoutenable pour leur famille. La justice peut enfin commencer son travail. Avec les corps, la confession de Duval et les preuves matérielles accumulées par Céline, le dossier contre Pascal Lemaire est désormais en béton armé. L'arrestation du cerveau de l'opération est orchestrée avec la même précision chirurgicale. Lemaire est interpellé chez lui, dans une villa cossue d'Aix-en-Provence, où il menait une vie de notable respectable, financée par le sang et la peur. Il n'oppose aucune résistance. Son visage, en voyant les insignes de l'IGPN, ne montre ni surprise ni peur, mais une sorte de rage froide et arrogante. Il sait que la partie est terminée. Dans les jours qui suivent, les 3 autres membres du réseau sont arrêtés à leur tour. Le comité d'accueil n'est plus. Le secret de Marseille, gardé pendant si longtemps par la peur et la corruption, est enfin exposé à la lumière crue de la vérité. La nouvelle de la découverte des corps et des arrestations a frappé les familles Weber et Rasmussen, comme une vague dévastatrice, mais étrangement libératrice. Pour Klaus Weber, l'appel de l'IGPN fut une détonation sourde, un mélange paradoxal de soulagement monstrueux et de douleur absolue. La fin de l'incertitude, cette torture psychologique qui le rongeait depuis 7 ans, était enfin arrivée. Mais elle venait avec la confirmation brutale et irréversible de la mort de sa fille. Ingrid Rasmussen, de son côté, s'est effondrée. Le vide, laissé par Jonas avait maintenant une forme, une histoire, une fin d'une violence inouïe. Il n'y avait plus de place pour le moindre espoir insensé. Il ne restait que le deuil, pur et glacial, un deuil si longtemps suspendu qui pouvait enfin commencer son long et douloureux chemin.
Le silence de l'absence était remplacé par le fracas d'une vérité insupportable. L'article de Céline Ray, publié en une du journal La Provence le lendemain des arrestations, a provoqué un séisme médiatique et politique. L'histoire du comité d'accueil a fait le tour du monde. Marseille, la ville solaire et touristique, se retrouvait soudainement au cœur d'un scandale international, son image ternie par la révélation d'une corruption meurtrière au sein même de sa police. La réaction du public fut un mélange de stupeur, de colère et de honte. Comment ceux qui portaient l'uniforme pour protéger avaient-ils pu devenir des prédateurs ? L'affaire est devenue un symbole de la faillite institutionnelle, forçant le ministère de l'Intérieur à réagir. Une commission d'enquête parlementaire fut annoncée, et la police de Marseille fut placée sous une tutelle sans précédent. Le silence qui avait protégé les coupables pendant si longtemps, était désormais brisé par un vacarme assourdissant. Le procès de Pascal Lemaire et de ses complices, qui s'est tenu à la cour d'assises d'Aix-en-Provence un an plus tard, fut un événement national. Pendant des semaines, la France a suivi, horrifiée, le récit détaillé de cette entreprise criminelle. Pascal Lemaire est resté impassible tout au long des débats, niant les faits avec une arrogance glaciale, traitant les accusations de « fable journalistique ». À l'opposé, Marc Duval, brisé, a réitéré ses aveux, décrivant avec une voix tremblante les derniers instants d'Anja et Jonas. Les familles Weber et Rasmussen étaient présentes chaque jour, dignes et silencieuses, leurs visages marqués par une douleur infinie. La salle d'audience était suspendue à leurs regards, témoins muets d'une tragédie qui dépassait l'entendement. Les photos de l'appareil d'Anja, projetées sur grand écran, ont constitué le point culminant de l'horreur, une preuve irréfutable qui a scellé le destin des accusés. Le verdict est tombé comme un coup près. Pascal Lemaire et 2 de ses principaux lieutenants ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Marc Duval, pour sa coopération, a écopé d'une peine de 15 ans de prison. Au prononcé de la sentence, aucun cri de joie n'a retenti dans la salle. Seul un profond soupir collectif, un relâchement de 7 années de tension. Pour les familles, ce N n'était pas une victoire, mais une conclusion. La justice avait été rendue, non pas pour ramener leurs enfants, mais pour honorer leur mémoire, et pour que leur nom ne soit pas oublié. En sortant du tribunal, Klaus Weber a fait une courte déclaration aux journalistes, sa voix chargée d'une émotion contenue. Aujourd'hui, Anja et Jonas peuvent enfin reposer en paix. Notre combat pour la vérité est terminé. Dans les années qui ont suivi, les familles ont transformé leur douleur en action. Elles ont conjointement créé la Fondation Rasmussen Weber pour la sécurité des voyageurs, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation des jeunes touristes sur les risques potentiels à étrangers, et à l'assistance aux familles de disparus. Klaus, l'ancien policier, a trouvé un nouveau but, parcourant l'Europe pour donner des conférences dans les universités et les écoles. Ingrid, lentement, a commencé à retrouver un semblant de vie, canalisant son chagrin dans la gestion de la fondation, aidant d'autres parents à ne pas sombrer dans le désespoir qu'elle avait connu. Leur tragédie personnelle est devenue un message universel de prudence et de solidarité, un héritage construit sur les cendres de leurs rêves brisés, pour que l'histoire d'Anja et Jonas ne se répète jamais. À Marseille, le scandale a laissé une cicatrice indélébile. L'affaire a entraîné une purge et une réorganisation profonde au sein de la police locale. Des dizaines de policiers ont été mutés ou mis à la retraite d'office. De nouvelles procédures de contrôle et de supervision ont été mises en place pour éviter qu'un tel système de corruption ne puisse renaître. Sur un mur discret du consulat allemand, une petite plaque de bronze a été apposée. Elle porte les noms d'Anja Weber et Jonas Rasmussen, avec une simple inscription « Victimes de la haine ». Honoré dans nos mémoires. C'est un rappel silencieux et permanent que la vérité, même enfouie sous des années de silence et de mensonges, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière, portée par le courage de quelques-uns et l'amour indéfectible de ceux qui refusent d'oublier. L'affaire Lemaire, comme on l'appelle désormais, a laissé une cicatrice profonde et durable sur Marseille. Les années ont passé depuis le verdict, mais le spectre de cette trahison hante encore les couloirs du commissariat central. La confiance entre la population et sa police, déjà fragile, a été brisée, et sa reconstruction est un travail de longue haleine. Des réformes drastiques ont été menées, des têtes sont tombées, et de nouvelles procédures de contrôle interne ont été instaurées. Mais aucune réforme ne peut effacer la mémoire de ce qui s'est passé. La ville a tenté de tourner la page, de promouvoir à nouveau son image ensoleillée et accueillante, mais pour beaucoup le nom de Marseille restera à jamais associé au souvenir glacial de ces policiers, qui chassaient les touristes comme des proies. C'est une tache indélébile sur elle, âme de la cité phocéenne. Anja Weber et Jonas Rasmussen ne sont plus seulement des victimes. Ils sont devenus des symboles. Leur histoire,
porté par le travail acharné de Céline Ray et le courage de Karim, a dépassé le simple fait divers pour devenir une parabole sur la corruption du pouvoir et la fragilité de l'innocence. Leur blog, Les Archivageurs, est resté en ligne, transformé en un mémorial numérique poignant. Le lire aujourd'hui est une expérience déchirante. Chaque photo joyeuse, chaque ligne pleine d'optimisme, est teintée de la connaissance de leur fin tragique. Ils sont figés dans le temps, éternellement jeunes, amoureux et pleins de rêves. Leur mémoire sert désormais d'avertissement, un rappel brutal que le mal peut porter l'uniforme de ceux qui sont censés nous protéger, et que la vigilance est le prix de la sécurité. La Fondation Rasmussen Weber est devenue le véritable héritage de leur vie fauchée. Loin de se laisser consumer par la haine ou le désespoir, leurs familles ont transformé leur douleur en un bouclier pour les autres. La Fondation ne se contente pas de lever des fonds, elle mène des actions concrètes. Elle organise des ateliers dans les universités pour sensibiliser les jeunes voyageurs aux dangers potentiels, publie des guides de sécurité traduits en plusieurs langues, et offre un soutien juridique et psychologique aux familles confrontées à la disparition d'un proche à l'aile, étranger. Klaus et Ingrid, autrefois simples parents, sont devenus des figures de proue de cette cause, donnant un sens à l'impensable. Par leur action, ils s'assurent que la mort de leurs enfants ne soit pas vaine, mais qu'elle serve à en sauver d'autres. Quant aux héros méconnus de cette histoire, leurs vies ont également été changées à jamais. Karim, le mécanicien, a refusé toute récompense et a choisi de rester dans l'ombre, demandant un anonymat total pour se protéger, lui et sa famille. Il est retourné à sa vie simple, mais il porte en lui le poids et la fierté d'avoir été l'étincelle qui a allumé le feu de la vérité. Céline Ray, elle, a vu sa carrière propulsée. Son enquête lui a valu les plus hautes distinctions du journalisme français. Elle est devenue une référence en matière d'investigation, une voix respectée et crainte par les puissants. Mais plus que les prix, c'est le lien indéfectible qu'elle a tissé avec les familles Weber et Rasmussen qui reste sa plus grande récompense. Elle leur a rendu leurs enfants, non pas vivants, mais avec la dignité de la vérité. L'histoire d'Anja et Jonas nous rappelle que derrière chaque dossier classé, chaque disparition non élucidée, il y a des vies brisées, des questions sans réponse, et une vérité qui attend d'être découverte. Elle nous enseigne que parfois, la justice ne vient pas des institutions, mais du courage d'un seul homme dans une casse automobile, de la persévérance d'une journaliste, et de l'amour infini de parents qui refusent d'oublier. La petite plaque de bronze au consulat de Marseille n'est pas seulement un mémorial. C'est une promesse que leur lumière, aussi brièvement qu'elle ait brillé, ne s'éteindra jamais complètement. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée, et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être racontées. Merci de nous avoir écoutés.